Merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Lancement des activités de télédermatologie dans les régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou. La cérémonie était présidée par le professeur Samba Ousmane Sow, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Samaïda Sanogo, Ibrahim Koulibaly. Au Mali, des enquêtes de prévalence ont montré qu'en milieu rural, 30% des enfants présentent une ou plusieurs affections dermatologiques. Selon les données du système d'information sanitaire, les pathologies dermatologiques représentent le 4e motif de visite dans les centres de santé de premier recours après les fièvres présumées, palustres, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. Cependant, ces faits contrastent avec la faible couverture dermatologique du pays. La rencontre de ce matin a réuni l'ensemble des directeurs régionaux de la santé et les participants d'environ une quinzaine de centres de santé de référence pour lancer officiellement les premières activités de la télédermatologie au Mali et dans ces régions. Alors, la télédermatologie va consister à permettre aux agents de santé des centres de santé périphériques à l'intérieur du pays de pouvoir prendre en charge les malades sans qu'ils se déplacent. De façon très simple. On leur donne un certain nombre d'équipements qui vont leur permettre, une fois qu'ils sont en face des malades, de prendre les images et d'envoyer nous les spécialistes de leur région et qui vont leur répondre pour dire comment est-ce qu'il faut traiter ces malades-là. Et ce sera fait de sorte que les malades ne vont plus se déplacer pour venir dans la capitale, même étant chez eux, ils vont recevoir des soins spécialisés. Nous sommes assez utiles pour prendre en charge tous les malades parce que l'outil qu'ils ont leur permet en face d'un malade de faire tout ce qu'il faut faire. Et également les médicaments dont ils ont besoin pour traiter les malades sont également des médicaments simples et disponibles sur la liste des médicaments essentiels du Mali, donc disponibles dans leur dépôt répartitaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, parrain de la cérémonie, a exprimé toute sa satisfaction. Un an après les premières journées africaines de télédermatologie, il a par ailleurs procédé au lancement officiel de la télédermatologie dans 6 régions sanitaires du Mali, à savoir Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou. Ce lancement fait suite à une phase pilote dont les résultats très performants nous ont été présentés le 1er juin 2017, lors des premières assises africaines de télédermatologie, au cours desquelles j'ai instruit à mes services d'étendre les activités à tout le pays, y compris la capitale. Je suis heureux de constater que cette instruction a été donc finalement exécutée à la lettre. Ainsi, le travail de recherche-action qui a abouti au présent projet d'extension a montré qu'avec une technologie de pointe, on peut améliorer l'état de santé cutanée de nos populations. La publication de ces travaux dans une revue internationale de haut niveau reflète à juste titre le mérite scientifique de l'équipe de dermatologie du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie. La maîtrise de ces 3 modules permettra la mise en place des réseaux d'échange entre spécialistes et agents de santé pour que les populations résidant dans les zones les plus reculées de notre pays aient accès aux mêmes soins dermatologiques spécialisés qu'un habitant de Bamako. Ceci marquera un tournant décisif dans l'histoire de la dermatologie au Mali et placera définitivement notre pays en tête des champions de la télémédecine en Afrique. Cette cérémonie qui marque le début de 3 jours de formation au bénéfice des 24 agents de santé provenant des 6 régions a pris fin par une remise de matériel informatique et photographique pour une valeur de 14 millions de nos francs et la signature d'une convention de pérennisation des activités et de sauvegarde du matériel entre le projet Télédermali et les directions régionales. Jeudi 11 octobre 2018, journée mondiale de la jeune fille, la Cité des enfants a abrité le lancement officiel des activités. L'événement a enregistré la présence des autorités administratives, religieuses et coutumières de la commune 6 du district de Bamako. Sadio Sidibé.
À l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré ce jeudi 11 octobre 2018 la Journée mondiale de la fille. Pour l'édition 2018, 7e du genre, le thème international pour célébrer la dite journée est l'éducation et la formation des filles pour une transition réussie vers le monde du travail. Les représentants de la présidente du Parlement des enfants et celui du maire de la commune 6 du district de Bamako se sont réjouis de la tenue de cette journée car elle magnifie la jeune fille. Je me réjouis ce matin d'être avec vous au nom du Parlement national des enfants. Merci pour votre présence à cette cérémonie qui marque la célébration de la Journée internationale de la fille. Le thème retenu pour l'édition 2018 de cette journée, à la fois par la communauté internationale et par notre pays, est l'éducation et la formation des filles pour une transition réussie vers le monde du travail. Toute la joie est pour moi ce matin de m'adresser à vous au nom de la population de la commune 6 et au mien propre pour vous souhaiter la bienvenue. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 11 octobre, Journée internationale de la fille. Cette journée nous permettra non seulement à mettre en lumière les besoins des filles et à répondre aux défis auxquels elles font face, mais aussi et surtout nous rappeler qu'il est essentiel d'élargir les opportunités d'apprentissage actuellement disponibles aux filles. L'occasion était opportune pour le directeur de Plan International Mali de saluer les efforts du gouvernement en faveur des filles au Mali avant de dresser brièvement les chiffres obtenus par son organisation. Quant aux représentants de Madame le ministre, il a rendu un hommage appuyé aux filles pour leur intelligence et leur aspect socio-culturel. Nous sommes très fiers, très honorés surtout, de travailler aux côtés du gouvernement du Mali à travers le ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant à célébrer cette journée internationale de la fille. Alors, vous avez entendu ici les différents chiffres. Nous avons à peu près 51% de la population qui sont quand même des filles. Donc, pour ce qui est du Mali, Plan International célèbre cette journée, mais ne s'arrête pas à la célébration d'une journée, mais lance une campagne qui a un contenu. Et la campagne veut dire aux filles l'égalité. Et le contenu de cette campagne, c'est réellement d'œuvrer avec tous les partenaires, avec les communautés, les décideurs, les leaders d'opinion, les leaders traditionnels, les leaders religieux, à ce que nous ayons un environnement favorable à l'épanouissement des jeunes filles déjà. Notre cœur de métier, ce sont les enfants. Nous sommes une organisation de parrainage d'enfants à la base. Nous travaillons pour nous assurer que tout ce qui est lié à l'éducation, à la santé, aux droits et à l'épanouissement des enfants soit acquis dans les zones où nous intervenons. Permettez-moi de reprendre quelques mots qui ont été, ou quelques termes qui ont été retenus ici. Je prends le terme talent. Toutes les filles ont du talent. Toutes les filles sont talentueuses. Que les garçons se fâchent, que toutes les filles sont talentueuses. J'ai la preuve ici que chaque fois qu'il y a des excellences, surtout à un certain âge, c'est les filles qui sont les premières. Elles sont ambitieuses. La fille est merveilleuse. Chants, slam et l'intonation de l'hymne national ont marqué cette journée commémorative consacrée à la fille. L'utilisation des médicaments sans prescription d'ordonnance médicale est très fréquente chez nous au Mali. Quels sont les dangers liés au recours à ce qu'on appelle communément pharmacie par terre? Quelles sont les règles applicables en matière de prescription médicale et de délivrance des médicaments? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Amadou Diallo et Sirou Niari. La vente illicite des médicaments est aujourd'hui un défi mondial par son ampleur, car au-delà de la menace permanente pour la sécurité sanitaire des peuples, elle risque de désorganiser tous les systèmes et politiques de santé en engendrant une perte de confiance des populations au service des soins. Un tour à travers la capitale malienne suffit pour se rendre compte de l'ampleur de cette tendance. Ces médicaments, dont la conservation ne respecte pas les normes requises conventionnelles, sont vendus par des personnes ne maîtrisant pas la pharmacologie à des prix abordables. Toute prescription
doit émaner d'un connaisseur. Et le connaisseur, c'est qui? C'est le médecin. Le médecin a appris à poser ce qu'on appelle un diagnostic. Et le diagnostic, il est obtenu à partir d'un examen clinique qui sous-entend qu'il y a eu une conversation, ce que nous appelons interrogatoire, et après l'examen physique. Et cet examen physique utilise les mains pour voir et examiner et palper l'organisme humain. Dans une population donnée, dans toutes les cultures du monde, il y a parfois des difficultés. Parfois, la sensibilisation peut être méconnue et on peut être amené à constater pour une douleur. Certains, dans leur pratique quotidienne, pensent qu'aller chez le médecin, le temps les manque, ou bien financièrement non. C'est parce qu'ils pensent qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Ça peut avoir plusieurs conséquences. Les médicaments les plus utilisés dans ces domaines-là, en général au Mali, sont d'abord les anti-inflammatoires, c'est-à-dire les médicaments qui luttent contre l'inflammation et la douleur. Puis il y a les antibiotiques. Mais de plus en plus, on voit toutes sortes de médicaments avec les Maliens. Pour ce qui est des anti-inflammatoires, les conséquences, c'est surtout les problèmes au niveau de l'estomac. Voilà que vous-même vous avez constaté au Mali aujourd'hui. Tout le monde te dit que j'ai mal à l'estomac. En tout cas, j'ai un problème gastrique, j'ai un problème d'estomac. En général, c'est lié à l'utilisation abusive et sans contrôle de ces médicaments qu'on appelle anti-inflammatoires. Malgré les efforts des pouvoirs publics, la vente des médicaments prend de l'ampleur dans notre pays. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Tout médicament fabriqué par le blanc, c'est en fonction des conditions. Le soleil, la lumière, l'humidité, la chaleur, etc. Si un médicament est censé éviter, on doit éviter ce médicament posé au soleil pendant par exemple 1 heure de temps. Sinon, le médicament il n'a plus son effet. Les pharmacies par terre où les à la fleur, imaginez combien de temps ils font. Même si la molécule est vraie, rien que de cette façon, ça anéantit. Payer des médicaments dans la rue et par terre exposé n'est pas du tout conseillé. Et ce n'est pas normal. Et en ce moment, on risque plutôt de se créer des ennuis. Parce que tout médicament a des effets secondaires. Mieux encore si les médicaments ne sont pas dans des conditions optimales et qui vont aller attaquer quelques organes nobles. Je peux citer de haut en bas, le cœur, les reins, le foie, et tout ça. Au passage, je salue le président de l'ordre des pharmaciens qui travaille énormément là-dessus, sensibiliser ses confrères et même sanctionner. Parce que lui, il a ses pouvoirs. Il est d'ailleurs le seul au Mali qui peut nous sanctionner si nous fautons. Donc délivrer certains médicaments, une liste de médicaments sans ordonnance, est carrément interdit pour nous. Et je ne sais pas si ça s'est fait, mais en tout cas c'est interdit. Donc nous, on n'a pas ces devoirs, les droits en tout cas de délivrer certains médicaments sans ordonnance. Et ces produits vraiment amènent toutes sortes de maladies. Donc tous ces médicaments que vous voyez avec ces femmes-là, 90% c'est des anti-inflammatoires. Vous voyez. Et aujourd'hui, en plus même des problèmes d'estomac, des problèmes gastriques, il y a ce qu'on appelle au Mali l'insuffisance rénale. Faites un tour au point G, demandez le service de néphrologie. Le nombre de Maliens qui sont sous dialyse, c'est-à-dire leur rénal ne fonctionne plus. Tout ça c'est dû aux faux médicaments, et en tout cas à l'utilisation abusive de ces médicaments-là. Rappelons que les produits du marché parallèle sont souvent périmés, sous-dosés, mal faits, sans principe actif ou bien des faux médicaments. C'est un marché contraire à la loi qui se substitue à la pharmacie et freine les politiques nationales, pharmaceutiques et sanitaires.
La 17e session de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, se tient en Arménie avec une participation record des chefs d'État africains en présence du président Emmanuel Macron qui a officiellement inauguré le sommet ce jeudi 11 octobre. La délégation malienne est également présente à Erevan depuis hier avec à sa tête le président Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné de sa ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Amadou Diarra. Plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, sont présents depuis mercredi 10 octobre dans la capitale arménienne Erevan pour la rencontre annuelle des francophones du monde entier. Sommet inauguré par le président Emmanuel Macron qui devrait être accompagné par Charles Aznavour, malheureusement arraché à l'affection du public la semaine dernière. Toutes les attentes sont à présent focalisées sur celle qui doit succéder à la Canadienne d'origine haïtienne, Michaëlle Jean, qui n'a pas été soutenue par son pays pour briguer un deuxième mandat. Et il faut dire que la France, par la voix officielle de son chef de l'État, Emmanuel Macron, soutient clairement la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo pour le poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui doit être connue ce vendredi après-midi. La ministre rwandaise des Affaires étrangères a le chemin libre depuis que le Canada a annoncé avec le Québec qu'il retirait son soutien à la secrétaire générale sortante. Mais la candidature qui soulève un vent de critiques, notamment de la part de Reporters sans frontières qui pointent du doigt la censure et les atteintes aux droits de l'homme au sein du pays, des pratiques qui iraient à l'encontre de la charte de la francophonie. La prochaine nomination de Mme Mushikiwabo, âgée de 57 ans, pourrait donc consacrer le retour de l'Afrique à la tête de l'OIF, qui avait toujours été dirigée par des Africains avant même Michaëlle Jean. Cette logique a eu raison des critiques qu'a suscité la candidature de Mushikiwabo, en particulier sur son rapport assez lointain avec la francophonie. Le Rwanda a ainsi remplacé en 2008 le français par l'anglais en tant que langue obligatoire à l'école avant de rejoindre le Commonwealth pendant anglophone de l'OIF un an plus tard. C'est d'ailleurs en anglais que le président rwandais Paul Kagame avait annoncé la candidature de sa ministre en mai dernier lors de sa visite à Paris. Dans l'entourage de M. Macron, on souligne que le plurilinguisme du Rwanda, loin d'être un handicap, illustre parfaitement la politique inclusive du président qui veut défendre le français sans l'opposer aux autres langues, une position contestée par bon nombre de puristes. Et le point de l'actualité africaine, c'est tout de suite avec Amadou Kamara. Au Tchad, l'armée a été attaquée par des éléments de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Une incursion qui a fait près d'une dizaine de morts dans les rangs de l'armée et plus d'une quarantaine de personnes tuées dans les rangs djihadistes. Les islamistes de Boko Haram semblent avoir retrouvé des capacités opérationnelles après leur défaite militaire d'il y a 2 ans. Cette attaque est la 3e en 2 mois. Fin septembre, c'est sur une île du lac que les forces de défense et de sécurité tchadiennes ont été attaquées par des djihadistes venus à bord de pirogues. À l'évidence, Boko Haram a retrouvé des capacités opérationnelles après sa défaite militaire. Mardi encore, Florence Parly, la ministre française des armées en visite à Djamena, a insisté sur la nécessité de soutenir les forces africaines qui combattent le terrorisme avec des moyens limités. En Côte d'Ivoire, on rentre dans la dernière ligne droite de la campagne pour les municipales et les régionales. Le 13 octobre, 6,5 millions d'électeurs vont se déterminer pour élire leurs maires et leurs conseillers régionaux. Des scrutins à enjeux locaux, mais aussi nationaux, tant ils préfigurent ce que pourrait être l'élection présidentielle de 2020 dans ses équilibres politiques. Le RHDP et le PDCI, hier alliés, s'entre-déchirent aujourd'hui. Ces derniers ne voulant pas faire partie de l'alliance que souhaite Alassane Dramane Ouattara. Ce qu'espèrent les électeurs, c'est que le débat ne dérobe pas en acte violent. Pas de débordement pour l'instant dans la région du Lot-du-Bois, juste l'attente de savoir qui sortira vainqueur du scrutin samedi prochain, le 13 octobre. En Afrique du Sud, 5 mois après l'attaque d'une mosquée dans la banlieue nord de Durban, 19 personnes comparaissent devant la justice. En mai dernier, cette attaque avait suscité l'inquiétude de la communauté musulmane qui représente environ 2% de la population sud-africaine. Début mai, 3 hommes masqués et armés de couteaux
attaque la mosquée de Virlam près de Durban. Il égorge un fidèle, blesse des responsables liés de culte, dont l'imam, puis il s'enfuit après mis le feu à la bibliothèque du bâtiment. 3 jours plus tard, un engin explosif artisanal retrouvé dans la salle de prière de cette même mosquée est désamorcé par la police. Depuis ce lundi, 19 personnes comparaissent devant la justice pour leur implication présumée dans cette attaque, mais également pour d'autres incidents. Ils sont accusés d'avoir déposé des engins explosifs dans des lieux publics. Quasiment tous les suspects ont été interpellés vendredi dernier à Durban et ses alentours. Donald Trump a affirmé avoir demandé des explications à l'Arabie Saoudite pour le sort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, disparu à Istanbul, après la révélation d'éléments accréditant la thèse de sa disparition forcée ou de son assassinat. La Maison Blanche a fait savoir que le secrétaire d'État Mike Pompeo, le conseiller à la sécurité nationale John Bolton et le conseiller et gendre de Donald Trump Jared Kushner s'étaient tous 3 entretenus au téléphone avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Ce journaliste critique le pouvoir de Riyad, qui écrivait notamment pour le Washington Post, avait un rendez-vous pour des démarches administratives. Selon la police turque, il n'en est jamais ressorti. Mais Riyad affirme le contraire. Le journaliste saoudien s'était exilé en 2017 aux États-Unis après être tombé en disgrâce à la cour du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, surnommé MBS. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.